Merci beaucoup pour cette invitation de Aube. Donc la présentation que je vais vous faire aujourd'hui est encore au stade de working progress. À chaque fois que je l'avais présenté à l'occasion d'un colloque à Angoulême en octobre, et c'est à cette occasion qu'Aube l'a vu et donc m'a demandé de venir la faire ici. Donc j'ai amélioré la présentation depuis, et je serais ravie d'avoir vos retours et vos questions sur ce que je peux améliorer. Moi, ce qui m'a intéressée ici, c'est d'aller regarder en fait ce qui existe sur le métavers. Je n'ai pas fait d'entretien avec les créateurs, etc., mais juste de l'observation, en passant des heures et des heures et des heures sur Fortnite et autres métavers de jeux plutôt. Même si il n'y a pas que des métavers ludiques vraiment dans ma base de données. Donc pour contexte, alors je vais aller rapidement puisqu'on est tous là pour la même raison. Donc il y a rapidement des développements de métavers et en particulier dans le secteur du jeu vidéo avec une forte concentration des connexions et des intérêts pour quelques plateformes type Fortnite, Roblox, etc. Et donc j'ai repris la définition du métavers telle que celle de Benavent et Ronfard, donc un service en ligne en temps réel et persistant. C'est-à-dire que par exemple ça élimine les Sims par exemple. Il y a beaucoup de gens donc sur les Sims qui créent des musées, mais ça reste sur l'ordinateur des gens et ils peuvent éventuellement les télécharger et d'autres personnes peuvent les utiliser, mais c'est pas un espace commun partagé. Et donc j'ai pour le moment, tant que les Sims ne sont pas en ligne, supprimé, pas pris en compte cette plateforme-là par exemple. Et donc en termes de cadre théorique, précédemment j'ai fait une enquête où on a mis dans le métavers en fait sur une expérience qui s'appelle Sculpture Experience qui a été fait par Art of Corner et qui avait été mis en ligne sur VRChat par Vroom et par Maud qui est présente. Et donc on avait fait vraiment une analyse de comment les gens réagissent, donc les amis sous casque, dans un cadre expérimental, donc à l'université d'Angoulême. Et on avait très bien et très clairement identifié que les gens arrivent avec leurs propres expériences, donc basées complètement sur les horizons d'attente de Joust. Donc rien de nouveau, ça date des années 40. Et donc on arrive dans le métavers avec ces expériences de à quoi on s'attend. Et donc quand on s'attend à un musée et qu'on est habitué au musée, on se comporte dans le métavers comme dans un musée, c'est-à-dire qu'on va bien lire les cartels, qu'on va bien, etc. Alors que quand on est habitué des jeux vidéo et pas tellement des musées, on va se comporter comme dans un jeu vidéo et les gens vont faire des speedruns pour tout faire le plus rapidement possible, cliquer sur tous les trucs mais sans attendre que ça se déclenche. Et donc il y a des cadres de référence que les utilisateurs étudient. Nous on a voulu ici, je me suis vraiment concentrée sur en fait ce qui existe et ce qui est proposé en termes d'interaction, en termes de propositions éducatives, pédagogiques, de ce dont les gens ont envie de parler en fait dans le métavers. Et donc j'ai aussi utilisé pas mal la notion de médiation muséale, et vous allez voir après j'ai utilisé des notions de médiation d'objets, de médiation de points de vue pour voir en fait la façon dont les gens mettent en espace les métavers. Donc les questions que je me pose, c'est d'une part à quoi ça ressemble un musée sur le métavers, comment cette construction du métavers et de la construction du musée dans le métavers, qu'est-ce que ça dit de ce qu'on se représente d'être un musée. C'est-à-dire que quand on n'a pas de notion d'obligation, disons de logique, de gravité, etc., qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire et qu'est-ce que ça implique pour les acteurs du patrimoine culturel et des musées. Donc méthodologiquement, j'ai fait une base de données qui à ce stade a 69 musées en utilisant en fait des mots-clés donc sur les plateformes que j'ai choisies, je les présente juste après, en utilisant les bases de recherche, donc musée, exhibition, art museum, alors donc avec la limitation de la langue, puisque alors en tapant muséum, des fois on tombe sur des trucs en japonais ou
ou en russe. Alors là, merci Google Translate et Google Lens pour arriver à comprendre ce qui se passe, parce que du coup, j'ai quand même analysé ces musées-là. Mais typiquement, si c'est un musée japonais qui n'utilise pas le mot muséum écrit en anglais dans le titre, je ne le trouve pas. Donc, et puis il y a plein de musées qui n'utilisent pas le terme musée dans leur description. Donc parfois, typiquement, je les ai trouvés parce que j'ai googlé les musées dans le métavers, etc. Donc, où ça a été créé par des institutions. Typiquement, la National Gallery a fait un musée sur Roblox qui a nulle part c'est marqué musée sur la description ou sur le titre. Et donc là, je l'ai uniquement trouvé parce que je savais que la National Gallery avait fait. Voilà. Donc je continue à collecter. Et j'ai exclu les musées qui étaient uniquement utilisés comme décor, c'est-à-dire des jeux où on se tape dessus sur Fortnite, où c'est juste le musée qui est représenté comme décor, qui n'est pas un musée en termes de visite de musée, mais juste un décor. Et j'ai exclu les musées qui étaient galeries de vente. Donc typiquement le Spanish Museum qui est sur des Decentraland, en fait c'est une galerie pour acheter des NFT. Et donc ça j'ai éliminé, considérant que ça rentrait plutôt dans la catégorie galerie que dans le côté musée. Et donc, les plateformes que j'ai analysées, donc Roblox, Fortnite, Decentraland, The Sandbox, qui sont plutôt Roblox, Fortnite sont plutôt des métavers ludiques. Decentraland, Sandbox, c'est plutôt du NFT, etc. VRChat, c'est social. Et Second Life, c'est aussi social et c'est plus ancien, c'est plus... c'est historiquement la première puisqu'elle date de 2003, mais elle existe toujours et il y a plein de choses dessus puisque historique, de fait de son âge, il y a plus de choses. Donc juste pour vous donner quelques indications, j'en ai en gros repéré 70% sur les 60, 70% ont été créés par des passionnés, donc c'est des gens qui n'appartiennent pas à une institution, qui ont été créés par des gens qui ont envie de parler d'un sujet ou juste de créer un monde qui serait muséal. 25% qui ont été créés par ou pour une institution en France, mais aussi pas mal aux États-Unis. Et 5% qui sont directement créés par les artistes qui ont envie de créer. Alors là, c'est plutôt de l'art numérique qui est présenté. C'est pas tant de la numérisation d'œuvres physiques réelles, mais une présentation d'art numérique. Alors j'ai mis une petite gradation. Vous voyez qu'on a de plus en plus de musées qui sont créés. Après, il y a des plateformes, notamment Second Life, qui n'indiquent pas la date de création. Donc ça ne rentre pas. Donc évidemment, ceux de Second Life ne sont pas présents dans cette petite carte. Et donc, pour analyser tout ça, ce que je repère déjà, c'est qu'on va coller au cliché du musée, c'est-à-dire qu'on va reprendre des éléments vraiment architecturaux ou scénographiques qui font comprendre qu'on est dans un musée, notamment pour ajouter de la légitimité culturelle, c'est-à-dire que je suis passionnée d'un sujet, je vais en parler et je vais bien indiquer que qu'on est bien dans un musée à travers un imaginaire collectif de l'architecture du musée. Et donc notamment on a un certain nombre de musées avec une architecture classico-classique. Donc à peu près 22% d'éclat. Un tiers des musées ont des colonnes par exemple. Ça c'est la National Gallery parce que c'est vraiment un jeu, c'est très très ludique, ça ne ressemble pas à un musée ni dans l'architecture que ça, mais on va quand même vous mettre un fronton, des colonnes, un dôme. Typiquement, par exemple, alors j'ai pas noté, mais alors les fontaines, c'est un musée quoi. Si vous avez une cour avec une fontaine, vous êtes dans un musée, c'est clair. Le deuxième cliché, ça va être le musée d'architecture moderne, et alors là, on va avoir des baies vitrées et du béton. C'est donc 30% des cas. Et on va avoir aussi dans les clichés le fait de devoir protéger les œuvres. Donc on va mettre des cordons et des barrières pour éviter d'aller abîmer les œuvres numériques. On va mettre des piédestals, on va mettre des vitrines, on va mettre des cimaises apparentes, parce qu'il ne peut pas flotter dans l'air, ce tableau, il faut qu'il soit accroché à quelque chose. Donc on va vraiment reprendre de ce qu'on verrait dans l'espace physique normal. Et on va aussi avoir des surveillants de salles. Avec ce musée-là, où vous avez un surveillant de salle très armé, qui n'est pas du tout interactif, mais vous avez d'autres surveillants de salle qui vont être, je crois que la stat, vous avez 22% des musées qui ont un avatar, enfin un PNJ
qui va soit être interactif et vous donner quelques informations, soit être littéralement juste physiquement là, à l'accueil par exemple, ou en termes de gardien de salle. Et donc on va accompagner les visiteurs. 24% des musées de mon échantillon ont des bancs par exemple, parce que votre avatar il faut qu'il puisse s'asseoir. Ça fait aussi partie de l'imaginaire muséal. On va vous donner des petites cartes, là c'est sur Roblox par exemple. On va vous donner une carte pour que vous ne perdiez pas dans le musée. On va alors avoir des audio-guides à 13%, donc c'est pas hyper fréquent, mais ça arrive. Ou des vidéos qu'on peut cliquer, qui vont parfois, par exemple, sur Second Life, ça vous renvoie sur YouTube. Et donc des gardiens ou personnel d'accueil, parfois interactifs. On va avoir de manière pas systématique mais extrêmement courante le cartel qui peut avoir plein de formes. Donc ça peut être simple, c'est-à-dire juste mis comme ça, vous interagissez pas avec, ou là vous avez le MET, vous cliquez et vous avez quelque chose qui pop-up et qui va vous donner des indications supplémentaires. Parfois ça permet de déclencher de l'audio aussi, ou par exemple des instruments de musique qui vont, vous allez avoir la musique de l'instrument de musique si vous cliquez dessus. Même sur des musées qui, disons, je le dirai, présenté après, mais qui ont une scientificité pas forcément évidente, c'est-à-dire que dans scientificité, c'est vraiment dans la création d'un discours cohérent. Des musées créés par des passionnés, vous allez avoir des salles thématiques, chronologiques, des présentations d'œuvres qui ont une cohérence, ou des gens qui vont présenter juste des tableaux dans un ordre aléatoire, juste parce qu'ils trouvaient que c'était joli et qu'ils ont mis ça comme ça, mais il n'y a pas forcément de logique claire, comme on le trouverait normalement dans un musée physique. Et d'ailleurs, là, c'est un musée VRChat qui est sur l'histoire des Transformers. Donc on va aussi avoir une légitimation de la pop culture de manière générale dans ces espaces. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un univers graphique très futuriste et on va reprendre quelque chose d'extrêmement classique dans la présentation. Donc vous voyez des boucliers mais dans des vitrines avec des cartels devant. C'est très, très classique dans le format. Mais vous avez aussi une certaine liberté d'interprétation avec une minorité des cas qui va vraiment se détacher de l'aspect gravité, réalisme, on est vraiment dans une pièce, etc. Et ça va le plus souvent être des créations d'artistes directement, avec là la difficulté de savoir où s'arrête l'œuvre d'art en fait, puisque la création du monde en tant que telle peut être considérée comme un geste artistique. Et donc là on va plus souvent avoir des expériences immersives et interactives avec une rupture avec le musée traditionnel et une adaptation à un public peut-être plus adapté, plus habitué aux jeux vidéo et qui attend en fait des interactions plus importantes. Donc j'ai divisé ces deux types de ludification. D'une part, la ludification par une mise en scène de soi, c'est-à-dire de pouvoir interagir avec l'avatar. Donc ça va être soit de pouvoir changer son avatar en fonction du musée. Donc au Met par exemple, vous pouvez choisir des éléments de la collection pour agrémenter votre avatar, et ensuite on va vous inviter à aller prendre des selfies dans des espaces qui sont inspirés d'œuvres d'art dans des collections, et donc de vous mettre en scène. Donc vous avez des photobooths et voilà, sur le musée sur les Transformers, vous pouvez cliquer sur des bornes et avoir un avatar Transformers qui va changer de salle en salle, par exemple. Et puis, vous avez une ludification par l'action, donc à 39% qui est présente, qui est conçue avec des quiz, où on va vous poser des questions. Typiquement, est-ce que vous avez vraiment bien compris le musée ? Donc, typiquement ici, on va vous demander si vous avez bien compris. Alors c'est un musée d'histoire naturelle avec beaucoup de poissons, et donc on va vous poser des questions assez précises. Il faut avoir bien lu les cartels. Des choses, ça c'est celui dont j'ai parlé, de la National Gallery, où on vous demande de cliquer, de choisir en fonction de, vous avez des énigmes par rapport à des œuvres, il faut les choisir. Et puis on peut voler, utiliser des voitures, sauter sur des œuvres ponctuellement, mais globalement c'est pas, ça va jamais très très loin dans l'interaction généralement.
Et puis architecturalement, il y en a quand même un certain nombre qui se détachent de l'univers classico-classique du musée en proposant des architectures différentes, donc avec pas mal de jardins, en fait un univers un peu nature où on peut pouvoir se balader dans les jardins, interagir avec des œuvres qui ne sont pas dans un espace classique. Et donc ce que je disais au début, c'est que parfois, cette interaction-là, on est vraiment dans une médiation de point de vue très poussée. Donc pour une médiation de point de vue, alors une médiation d'objets, c'est une médiation dans laquelle vous mettez plein d'objets. C'est typiquement les musées du 19e siècle. Où on va vous mettre des belles vitrines avec énormément d'objets et puis le nom de l'animal ou le nom du caillou qu'on vous présente, mais pas tellement de discours qui est créé. Vous avez ensuite la médiation de savoir où là on va vous créer un discours entre les objets et puis la médiation de point de vue qui va être plus immersive, on va vous mettre plus dans une ambiance et donc là on a un bon paquet de musées qui sont dans une médiation d'objets, c'est-à-dire qu'on va vous mettre un grand paquet d'objets et assez peu expliquer les uns à côté des autres. Dans ces musées qui se permettent de sortir de l'imaginaire musée, on va plus retrouver une médiation de point de vue, donc où on va vous faire vivre une expérience, vous allez rentrer dans l'œuvre. Donc par exemple, là les deux photos les plus loin de moi, c'est un musée qui parle de Van Gogh, qui reprend, alors vous voyez, il y a des colonnes, il y a des verrières, etc. Donc il y a quand même un imaginaire, mais on va vous faire traverser différentes pièces et vous allez d'un seul coup vous retrouver dehors, là où Monet peignait au bord de la rivière, et puis vous allez re-rentrer dans un truc qui ressemble à un musée, mais vous avez de l'eau, et vous entendez l'eau quand vous marchez dedans, etc. Et c'est en lien avec les œuvres, puisque ça parle des water lilies enfin des nymphéas et du rapport de Monet à l'eau, etc. Enfin, il y a un raisonnement logique et en même temps artistique dans la présentation de ces œuvres. Donc, pour faire vite, pour éviter de dépasser trop mon temps, j'ai essayé de commencer à analyser ce corpus en reprenant en fait 3 grandes catégories. Donc la ressemblance, est-ce qu'on est dans quelque chose qui ressemble à un musée physique en termes d'architecture, en termes de respect des règles physiques, la gravité, l'espace, etc. Et de disposition des œuvres, avec un agencement et une mise en valeur des œuvres qui seraient similaires au musée traditionnel. J'ai aussi retenu l'usage, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans une pratique muséale. L'idée c'est d'apprendre ou de voir des œuvres donc présentes de médiation avec des guides, des audioguides, des éléments interactifs et une notion d'intention éducative ou d'expérience artistique dans l'espace. Et enfin l'aspect ludification, est-ce qu'on intègre des éléments ludiques dans l'expérience avec de l'interactivité et de la gamification. Et donc ça me permet, à partir de toutes mes variables, donc c'est un début de typologie, je ne suis pas hyper satisfaite des résultats pour le moment, je trouve qu'il y a plein de petites variabilités dans la typologie qui ne sont pas présentes dans la typologie et que j'aimerais améliorer avec plus d'analyse. Mais voici globalement pour le moment mes 3 clusters, donc 42% de mes musées présentent beaucoup de médiation, une architecture ressemblante et très peu ludique. Donc c'est presque la moitié qui reprennent finalement quelque chose de très statique et de très proche d'un musée physique finalement. Mon deuxième cluster qui là en fait se différencie par beaucoup de ludique. Beaucoup de gamification, des quiz, des interactions avec les visiteurs. Et puis des espaces minimalistes où là on va avoir peu de médiation, peu de ludique et peu de ressemblance. C'est-à-dire qu'on va être dans quelque chose qui va être de l'ordre de... vous vous promenez dans un espace, mais il ne semble pas y avoir forcément un objectif pédagogique clair. Voilà. Mais je trouve que ce n'est pas encore suffisamment parlant pour vraiment l'analyser comme tel. Donc d'ici quelques mois, j'espère avoir une typologie plus fine à vous présenter. Donc pour conclure, ce que je remarque, c'est quand même que les institutions peinent à intégrer une certaine ludification, même si finalement ils essayent beaucoup. Il y a des grandes variabilités.
là-dessus. Et les clichés muséaux vont permettre de légitimer les passions et les process de création des passionnés qui ont envie de crédibiliser en fait leur démarche scientifique et historique. Je ne l'ai pas précisé, mais par exemple, le musée le plus fréquenté alors, toutes les plateformes ne donnent pas les données de fréquentation, mais pour celles qui le font, le musée le plus fréquenté, c'est un musée d'histoire naturelle qui est sur Roblox, qui a plus de 4 millions de visiteurs depuis 2022. Donc c'est pas du tout négligeable. Et quand j'y suis allée, pour le coup, alors la plupart des musées, quand j'y vais, il n'y a personne dessus. Soyons honnêtes, c'est pas les trucs les plus fréquentés de ces plateformes. Mais sur ce musée-là, où il y a 4 millions de visiteurs, il y avait des gens quand j'y suis allée. Ce qui est notable, parce que c'est pas les mondes les plus populaires de ces plateformes. Et puis, c'est des espaces d'apprentissage où on va vous faire des quiz, où il y a vraiment des gens qui ont envie de faire découvrir leur passion. Il y a un musée, je crois que c'est sur Roblox, mais là j'ai peur de dire une bêtise, c'est peut-être sur Fortnite, où c'est juste un mec qui habituellement fait que des mondes pour faire du... c'est un passionné d'avion, et donc il fait des simulateurs de vol. Tous les autres mondes qu'il a fait des simulateurs de vol, et il a fait un monde où il a numérisé, recréé tous les avions de l'histoire. Globalement, il estime qu'il a genre 90% des avions de l'histoire et qu'il continue à créer. Les gens peuvent voter pour savoir quel avion sera numérisé le prochain. Il n'y a aucune médiation, c'est vraiment juste, je vous présente tous mes passions, quoi, comme quelqu'un qui ferait ça dans sa chambre, mais sur le métavers. Et qui peut éventuellement trouver des gens passionnés avec qui partager ça. Donc cette étude, elle va continuer. J'ai continué à collecter et à essayer d'affiner mes analyses. La difficulté ici, c'est que j'ai aucune motivation de la part des créateurs. Je ne sais pas si, par exemple... et puis il peut y avoir des implications dues à la création sur telle plateforme. Par exemple, sur Roblox, on retrouve toujours un peu les mêmes cordons. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est parce que c'est le premier truc qu'on voit sur la partie créa, sur le back-office et donc il se dit tiens c'est rigolo, je vais mettre un cordon, ou est-ce qu'il y a une vraie volonté voilà. Donc moi je ne fais que de l'observation, je ne peux pas aller dans comprendre exactement la motivation réelle et pédagogique et artistique de chaque auteur, sachant que c'est des gens qui sont pas forcément accessibles parce que c'est des avatars anonymes et que c'est pas forcément facile selon les plateformes de communiquer directement avec des gens, parce qu'évidemment faut être ami, etc. C'est compliqué. La fréquentation donc, est parfois inconnue, donc c'est parfois difficile de savoir si c'est des musées qui ont été créés et puis personne n'est jamais allé dessus ou pas, mais bon, on sait que pour certains ils sont très visités. Et puis c'est des mondes qui peuvent évoluer. Donc par exemple, là, il y a certains mondes où j'y suis allée plusieurs fois à un mois d'intervalle et qui avaient fortement évolué. Et donc ici, je vous présente quelque chose qui est une photo à un instant T, avec par exemple des espaces où il y a des expositions temporaires, avec des choses qui peuvent évoluer, changer. Voilà. Et donc typiquement, par exemple, je suis retournée, il y a un musée sur VRChat qui est un musée de la langue des signes et qui, entre les 2 fois où j'y suis allée, avait énormément évolué. Ils ont changé de monde et donc il fallait revenir sur le monde précédent, moins updaté, etc., pour retrouver ce que j'avais fait au départ. Donc voilà, c'est mouvant comme espace. Voilà, et donc si vous avez des questions, je suis disponible. Merci à toi Marie, je pense qu'on peut t'applaudir.